Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction intitulé « Pourquoi une poussée régionaliste en Europe ?» Et avec nous autour de la table pour en parler, d'abord notre invité Paolo Levi, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant italien à ANSA et à la Stampa aussi, et vous êtes en poste à Paris. Adrien Jaume, bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous revenez de 2 semaines en Catalogne. Avec nous également par Skype Jean-Jacques Mével, notre correspondant à Bruxelles, et Adrien Jaume, qui est notre Florentin Collomb, qui est notre correspondant à Londres et avec qui on va parler à la fois du Brexit et à la fois de l'Écosse. Alors, la Catalogne, l'Italie du Nord, l'Écosse, le Royaume-Uni, même la Flandre, vous en conviendrez, il y a à chaque fois des situations très différentes, mais partout, une volonté de repli ou d'émancipation qui repose sur un argumentaire type, une autonomie économique, une revendication d'identité propre et parfois aussi l'impression d'un manque de considération de la part d'un État ou de l'Europe. Et alors, ce seront donc les 3 thèmes de notre émission. On va commencer tout de suite avec vous, Paolo Levi, et avec l'argent, l'impôt, la fiscalité, le Grisby d'Iraudiard. Paolo Levi, en Lombardie et en Vénétie, c'est la revendication première de cette autonomie. Regardez déjà ce tweet de Roberto Maroni, le président de la région Lombardie. 54 milliards, un excédent fiscal de 54 milliards, c'est une injustice à laquelle nous allons mettre fin. Oui, absolument. Bon, ça, c'est dans la définition même d'une nation. Il devrait y être aussi un principe de solidarité entre les citoyens même de cette nation que M. Maroni n'évoque pas dans son tweet. Plus en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une disparité, une inégalité assez marquante. Je vous fais seulement un exemple. Rien que pour les allocations sur la retraite, un Milanais paye plus ou moins 3 300 €, un Romain en paye 2 100 et un Napolitain en paye 1 000. Donc c'est vrai que tout ça, ça prête le flanc à une grogne, en quelque sorte, des gens du Nord, comme on les appelle chez nous, parce qu'ils n'ont plus envie de payer pour les autres. D'ailleurs, c'est une vieille histoire, c'est une histoire ancienne comme l'Italie presque, et de temps en temps, elle revient parce que c'est un problème qui n'a jamais été complètement résolu, et aujourd'hui, encore une fois, avec ce référendum, ça revient d'actualité. Et justement, sur référendum, on vous a montré une infographie avec les résultats qui sont assez étonnants. 95% en Lombardie, 88% en Vénétie. Regardez cet internaute qui nous disait à propos de ce référendum, c'est un peu comme si, on va vous le montrer tout de suite, c'est comme si on faisait un référendum sur la question « Préférez-vous être riche et en bonne santé ou pauvre et malade ?» Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à cet internaute? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Cet internaute ne prend pas en considération la solidarité dont il faudrait faire preuve par rapport à ses propres concitoyens. Après, on peut tous décider de se replier sur nous-mêmes. Moi aussi, si j'ai mon portefeuille, je vais le garder bien serré. Et bon, c'est une autre philosophie de vie, mais ce n'est pas celle qu'on nous a appris dans nos pères constituants. J'en profite également pour vous dire que nous vous proposons une question sur Twitter depuis ce matin et à laquelle vous pouvez voter. La voici. Quelle est pour vous la raison principale de cette poussée des régionalismes en Europe dont nous allons parler pendant cette émission? L'argument économique ou le souci identitaire? Vous avez encore jusqu'à la fin de l'émission pour voter. On commentera les résultats en fin d'émission. Adrien, je me tourne vers vous. Vous avez passé 2 semaines en Catalogne et pareil, l'argument financier, il est là. On a encore un internaute qui nous dit « c'est curieux, ce sont toujours les plus riches qui veulent faire sécession des autres ». Eh bien, c'est un peu le cas aussi en Catalogne, puisqu'on voit que la région concentre 16% de la population et 20% du PIB espagnol. Oui, c'est une dimension importante, ça fait une partie intégrante du discours des nationalistes catalans et qui disent pourquoi est-ce qu'on devrait, un peu comme en Italie, pourquoi on devrait payer pour l'Andalousie ou pour l'Extrémadure. Mais là où effectivement, du point de vue moral, est toujours possible de discuter, mais il y a aussi des réalités économiques. La richesse et la prospérité de régions comme la Catalogne sont aussi dues au fait qu'elles appartiennent à l'Espagne. Et donc, elles ont accès au marché espagnol. Leur prospérité est aussi parce qu'elles sont intégrées dans un pays plus vaste. Par exemple, la Catalogne fait les échanges, enfin, le solde
des échanges catalans avec la France est inférieur à celui qu'ils ont avec une province comme l'Aragon, par exemple. Donc la Catalogne, oui, est une province très riche, oui, a l'impression que sa prospérité bénéficie aussi à d'autres provinces d'Espagne, mais le problème c'est que là où le raisonnement est un peu faussé, parce que sortir de l'Espagne, tout à coup ça devient un tout petit marché de 7 millions d'habitants, avec des droits de douane à payer pour accéder au reste du marché espagnol, et ça change totalement la logique industrielle et économique. Vous parlez d'un argumentaire faussé. Florentin, je me tourne vers vous parce que pendant la campagne du Brexit, on en a entendu un autre de la part, par exemple, de Boris Johnson. Regardez, il disait « Quand nous aurons réglé nos dettes, nous reprendrons le contrôle d'environ 350 millions de pounds par semaine. » Donc, pour dire que l'argument financier est là, mais en ce qui concerne celui-ci, il a été largement démenti ensuite par plusieurs experts. Ça a été un des sujets de campagne du référendum sur le Brexit, donc pour quitter l'Union européenne, de prétendre que le Royaume-Uni allait récupérer 350 millions de livres par semaine. En réalité, ce chiffre est complètement faussé parce qu'il ne prend pas en compte le rabais dont bénéficie la Grande-Bretagne dans sa contribution au budget européen et les subventions qu'elle reçoit en retour de la part de l'Union européenne pour l'aide aux agriculteurs ou au développement régional, par exemple. Donc le chiffre net, il est plus proche de 200 millions et il a été démontré qu'en réalité, la contribution britannique au budget européen elle est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an et c'est très très peu par rapport au budget du Royaume-Uni en tant que tel. Donc cet argument a été rapidement invalidé, mais aujourd'hui c'est ce qui bloque dans les négociations sur la séparation entre le Royaume-Uni et l'Europe, la question financière et le solde de tout compte. Jean-Jacques, cet argument du « touchez pas au Grisby », l'Union européenne, c'est vrai qu'elle est souvent pointée du doigt comme une tirelire que les riches remplissent et dont les pays pauvres profitent. Mais est-ce qu'objectivement, on peut dire ça ? Bon, il y a, une fois de plus, c'est une question de perception. La solidarité financière entre les pauvres et les riches, ou ceux qui sont dans une région dynamique et ceux qui sont dans des industries en souffrance, elle existe dans l'UE. En France, on connaît ça bien. C'est par exemple la politique agricole commune, dont il faut rappeler que c'est quand même 30% du budget de l'Union européenne et 3/4 des aides dont disposent les agriculteurs français. Il y a aussi une redistribution géographique entre des pays avancés, plutôt à l'ouest, et des pays qui ont encore des problèmes de développement à l'est. En particulier la Pologne. Donc il est clair qu'il y en a qui donnent davantage et d'autres qui reçoivent plus. Bon, ceci dit, il faut relativiser. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB. Ça représente, c'est à peu près 20 fois moins que ce que pèse le budget français sur les épaules des contribuables. C'est grosso modo l'équivalent du budget du ministère de la Culture. C'est pas en jouant avec 1% du PIB que vous allez faire le Robin des Bois et redistribuer l'argent des riches aux pauvres. Merci Jean-Jacques pour ces précisions. Adrien, du coup, je vous pose une question qui est aussi celle d'un internaute qui se désole, on va le voir, de la perte de la valeur de solidarité. Il nous dit « Le jour où le mot fraternité disparaîtra du fronton de nos mairies ». Est-ce que pour vous, c'est une valeur qui se perd avec les années? Et parce que c'est vrai que l'impôt, c'est le fondement même de la vie en société. On délègue une partie de ce qu'on gagne pour la sécurité, l'éducation, la santé. Mais de moins en moins, on a l'impression que c'est une valeur qui est respectée, ce que vous disiez d'ailleurs en début d'émission. Oui, il y a peut-être ça, mais il y a aussi le fait que, encore une fois, l'approche purement chiffrée de ces questions-là donne une image biaisée des choses, parce qu'il y a effectivement des échanges économiques, des transferts financiers, il y a des gens qui payent plus d'impôts et d'autres moins, mais par exemple, il y a beaucoup de façons de contribuer à une société. Enfin, la Catalogne, pour reprendre cet exemple, la Catalogne indépendante, tout à coup, devrait payer pour avoir une armée, une marine, une diplomatie, ce sont des choses qui coûtent cher. La contribution, par exemple, des gens qui font leur service militaire ou des gens qui sont impliqués dans des services qui sont pour la collectivité nationale, tout ça est très difficile à chiffrer, mais c'est une contribution qui est réelle elle aussi. Il n'y a pas que, en gros, pour dire quelque chose d'un peu bateau, il n'y a pas que l'argent dans la vie, quoi. Ça aussi, une société repose sur une foule d'échanges et d'activités qui ne sont pas toutes monnayables, commerciales et qui n'entrent pas tous dans des tableaux Excel budgétaires.
Paolo Levi, il y a une autre problématique à cela, peut-être plus de la responsabilité des États centraux finalement, c'est les inégalités économiques énormes entre les différentes régions. On va revoir d'ailleurs les chiffres concernant la Lombardie et la Vénétie. On peut voir que les deux régions concentrent 24% de la population, mais 30% du PIB. Et regardez les PIB par habitant, on est vraiment dans des chiffres largement au-dessus du reste de l'Italie. C'est ça aussi la raison première de ces volontés d'indépendance ou d'autonomie. Oui, bien sûr. En même temps, quelle tristesse, un pays qui serait tout homogène et voilà, chacun donne sa contribution. C'est vrai que le Sud, en Italie, a un problème endémique que ni les fonds de la caisse du Mezzogiorno, du Midi, dans l'après-guerre, ni les fonds structurels européens n'ont jamais réussi à résoudre, ne sont jamais parvenus à résoudre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en Italie, mais plus en général, en Espagne, en Catalogne aussi, on le voit aussi en Belgique entre flamands et wallons, il y a aujourd'hui des inégalités territoriales dans certaines régions d'Europe qui risquent un jour de créer, susciter, et le font déjà aujourd'hui, on le voit avec cette crise catalane, voilà, une implosion de l'Europe même. Donc il faut absolument qu'au niveau des États, mais même au niveau de l'Europe avec les fonds structurels, on arrive à créer, en quelque sorte, à récupérer les régions périphériques qui sont restées en arrière et pour qu'elles se rapprochent le plus possible de ces régions locomotives de l'économie comme peuvent être la Catalogne ou la Lombardie ou même les Flandres, qui aujourd'hui vont au rythme de la globalisation. Elles sont complètement ancrées dans un système d'économie et d'échange international et qui vont tellement vite qu'elles n'ont plus envie de payer pour les autres. Donc la solution n'est pas de se rabaisser tous au niveau des régions, mais de chercher en quelque sorte d'aider le plus possible les régions voilà, moins performantes à se conformer, disons, à un développement durable. Florentin, au Royaume-Uni, c'est une question que je me pose. Est-ce que ce sont effectivement ces régions déconnectées de la mondialisation qui ont également voté pour le Brexit ? Les campagnes, disons, voilà, on voit encore une fois un argument similaire d'une région à une autre. Oui, ce sont les régions les plus délaissées du Royaume-Uni qui ont voté en faveur du Brexit majoritairement. Le nord, industriel, post-industriel, les campagnes, en effet, alors que les villes universitaires, ainsi que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Du coup, maintenant, intéressons-nous quand même à cela. Il y a une inégalité économique, mais alors, en préparant cette émission, on disait qu'il y a une inégalité de philosophie presque, politique et économique en Écosse, considérée, si on vulgarise un peu les choses, comme plus à gauche. Et c'est là aussi qu'il y a une différence entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni, Florentin. Oui, alors il faut rappeler qu'il y a eu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014 qui a été perdu évidemment par les indépendantistes. Et un des grands sujets, un des grands thèmes de campagne, c'était que l'Écosse ne se sent pas représentée par le gouvernement britannique et les gouvernements britanniques, quels qu'ils soient depuis des décennies, parce qu'avec 5 millions d'habitants, ils pèsent, mais ils pèsent très peu et ils n'arrivent pas à faire refléter leurs préférences politiques à Londres. Les Écossais se définissent comme beaucoup plus sociodémocrates que le reste du Royaume-Uni, en tout cas que la teneur des gouvernements britanniques depuis plusieurs années. Ils s'inspirent plus de démocratie, du principe de démocratie scandinave comme la Suède ou le Danemark, avec beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'aide sociale au cœur de leur politique. C'est mis en application dans le domaine de ce qui est aujourd'hui des domaines de compétences régionaux, donc autonomes, mais ça ne leur suffit pas et ils estiment qu'ils n'ont pas la liberté de gouverner comme ils le voudraient du fait de cette appartenance au Royaume-Uni. Merci Florentin. On ne peut pas parler malheureusement de tous les mouvements régionalistes en Europe, mais un mot quand même pour vous dire que même en Allemagne, on en parlait il y a encore quelques années. En 2014, vous allez le voir, il y avait un article du Figaro qui vous disait que par exemple, certains Länder bénéficiaient déjà d'une plus grande autonomie
Et c'était un article de notre correspondant de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, Nicolas Barotte. Et on disait à Munich, on peste contre les régions pauvres qui n'agiraient pas assez pour leur économie. Donc voilà, toujours le même refrain. En ce moment, on en parle un peu moins en Allemagne, mais qui sait, peut-être demain, nous en parlerons de nouveau. Paolo Levi, on répète, c'est vrai partout, d'un point de vue économique, que la gestion en circuit court est toujours plus vertueuse, et c'est ce qui anime aussi les indépendantistes. Il y a des contre-exemples à cela, par exemple en Italie. Oui, absolument. Ça, c'est le grand argument soutenu aussi par les Lombards, les Vénitiens, les Catalans, est toujours de dire laissez-nous l'argent, comme ça on le gère de façon plus cartésienne. Faites-nous confiance, on va bien le gérer et ça va contribuer aussi au bien-être de tout le pays. Du moins, c'est ce qu'on dit en Italie. Et en fait, pas du tout. C'est pas une loi. Ça marche parfois, mais pas toujours. C'est pas une loi sûre et certaine à 100%, parce qu'en Italie, vous pouvez venir voir, nous avons un exemple absolument éclairant, c'est la Sicile, qui jouit aujourd'hui d'une autonomie très très poussée. C'est une des 3 régions italiennes à statut spécial, ce qui veut dire qu'elle collecte toute seule l'impôt, elle a un parlement, c'est vraiment une région autonome. Et la gestion de cet impôt est absolument désastreuse. Il y a un gâchis fou d'argent public. Donc, ce n'est pas la panachée. Disons, le circuit court, comme vous le dites si justement, n'est absolument pas la panachée. La panachée est peut-être dans une bonne administration, mais cette bonne administration, elle peut être et au niveau central et au niveau régional. Ce n'est pas une spécificité, disons, du niveau local, régional. Jean-Jacques, vous considérez parfois que ces régions veulent s'émanciper aussi parce qu'elles sont déjà dans le cadre européen. Ça rejoint un peu ce que disait Adrien avant. Il y a peut-être des contraintes parce qu'effectivement on doit renoncer à une monnaie, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là et qui peuvent justement apporter un confort, on va dire, à ces régions. Bah oui, parce que quel que soit le drapeau que vous portez sur votre veston, c'est très confortable d'être dans l'UE. C'est même tout à fait rassurant. Vous n'avez pas besoin de passeport pour franchir une frontière. Vous n'avez pas à vous soucier de votre monnaie parce que c'est la banque centrale qui s'en charge. Vous n'avez pas à ouvrir des marchés commerciaux dans les pays voisins parce qu'il existe quelque chose qui est le marché unique. Et au cas où tout ça tournerait vinaigre, la plupart des pays de l'Union européenne sont aussi dans l'OTAN. C'est-à-dire que si vous avez un pépin, les autres vont venir à votre secours. Alors, sur tous ces domaines de souveraineté, l'UE, mais aussi les 28 capitales sont venus rappeler un certain nombre de fondamentaux aux Catalans. Si vous sortez de l'Espagne, vous sortez aussi de l'UE. Vous perdez votre passeport, vous perdez votre monnaie, vous perdez l'accès au marché voisin et peut-être vous perdrez aussi votre défense. Et oui, Jean-Jacques, on a une question tout de suite d'un internaute, Nathalie, qui nous demande, Nat en tout cas, je ne sais pas si c'est Nathalie en fait, pensez-vous Nathan peut-être. Pensez-vous qu'une réunification de l'Irlande est possible? Florentin, du coup, je vous la pose, est-ce que c'est à l'ordre du jour? C'est pas à l'ordre du jour immédiat, mais c'est une question qui a été soulevée, en tout cas remise, replacée sous les feux de l'actualité par le vote pour le Brexit, puisque les Irlandais du Nord ont voté pour rester dans l'Union européenne, tandis que le reste du Royaume-Uni votait pour sortir en majorité, et que du coup, les Irlandais du Nord commencent à se sentir plus proches de ceux de la République au sud, proches de Dublin, que de Londres. Et Dublin se fait fort de représenter leurs intérêts dans les négociations sur le divorce entre Bruxelles et Londres. Donc c'est une question, en tout cas, le parti républicain Sinn Féin est à fond là-dessus, mais c'est une question qui revient, même s'il n'est pas question d'organiser un référendum pour l'instant. Ça pourrait se passer dans, disons, 10 ans, 15 ans. Merci beaucoup, Florentin. Voilà une preuve que vos questions sont ensuite répondues et soumises à nos correspondants. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire l'identité des régions qui veulent ensuite plus d'autonomie. Là, évidemment, on peut parler tout de suite de la Catalogne. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir les images, mais en ce moment même, Puigdemont prononce un discours. Donc voilà, c'est vraiment au cœur de cette actualité. Adrien, vous revenez de 2 semaines en Catalogne. Voilà, les Catalans revendiquent une culture propre, une langue propre, une culture propre. Oui, il existe une culture catalane avec une langue catalane qui
compte des écrivains, qui a à peu près 7 millions de locuteurs et qui appartient à la famille des langues occitanes. Et le fait que la Catalogne ne soit pas constituée en État-nation, n'empêche pas qu'il y a effectivement une culture catalane. Mais je pense que c'est un facteur qui joue beaucoup plus que tout ce qu'on a évoqué auparavant. Les arguments économiques, les chiffres, la finance et tous ces trucs-là sont généralement utilisés comme pour étayer et pour donner corps à des revendications qui sont avant tout identitaires. C'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose d'humain qui remonte très très loin, qui implique des racines familiales, quelque chose qui fait que les sociétés humaines sont autre chose que des simples agrégats de consommateurs et des gens qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de succès économique et financier. Il y a quelque chose d'autre et à mon avis c'est beaucoup plus important que tout cet argumentaire qui finalement ne résiste assez peu à l'examen. Donc ces politiques catalans utiliseraient ces arguments financiers, économiques pour justifier cette indépendance alors que ce n'est pas franchement leur premier argument, quoi. Je pense que c'est pas le premier argument. Et d'ailleurs, les indépendantistes catalans, les vrais, sont même prêts à aller à l'encontre des intérêts de leur région ou de leur pays, ou du moins de la région qu'ils voudraient voir devenir un pays. Ils balayent d'un revers de la main le départ de 800 entreprises catalanes. Ils expliquent que tout va s'arranger. C'est pas le problème. Ils sont prêts. Et on a vu d'ailleurs, pour reprendre l'exemple du Brexit, on a vu des électeurs britanniques voter contre leur intérêt économique parce qu'ils considèrent que défendre l'identité britannique et l'identité anglaise encore plus, est vraiment plus important que le reste. Donc je pense que cette question identitaire est vraiment au centre de toutes ces revendications nationalistes et autonomistes. En Écosse, on avait un internaute qui nous avait dit, on va pouvoir le voir, il s'appelle Gauloise Bleue et il nous disait sur le Figaro.fr, à travers ces volontés d'autonomie qui s'expriment un peu partout et de plus en plus fort, c'est avant tout le rejet de l'Europe qui s'exprime. Eh bien non, puisqu'il y a des régions où ce n'est pas le cas. Par exemple, l'Écosse. Et là encore, c'est une différenciation peut-être même culturelle, Florentin, puisqu'on rappelle, on vous le montrera encore, qu'à ce référendum pour rester ou sortir de l'Union européenne, les Écossais ont quand même voté à 62% pour rester, Florentin. Oui, les Écossais se sentent beaucoup plus pro-européens et beaucoup plus internationalistes aussi que leurs voisins anglais. Pour eux, l'Europe n'apporte quasiment que des avantages, alors qu'elle est sans cesse décriée au sud du mur d'Adrien. Et les indépendantistes promettaient de tout faire pour rester dans l'Union européenne, comme on disait un petit peu plus tôt, s'ils devenaient indépendants. Donc aujourd'hui, ce référendum sur le Brexit a relancé un petit peu la velléité d'indépendance en démontrant que les Anglais avaient voté contre l'intérêt des Écossais par ce refus de rester dans l'Europe, alors que les Écossais souhaitent, eux, majoritairement y rester. On a plusieurs questions d'internautes et c'est Jean-Jacques qui va se charger d'y répondre. La première, c'était encore sur le Figaro.fr, bien entendu, où un internaute disait « Bravo Nigel Farage, Boris Johnson, Marine Le Pen, Donald Trump, vous mettez en danger non seulement l'UE, mais aussi des pays anciennement souverains et aujourd'hui complètement divisés au sein même de leurs frontières. » Un autre qui pouvait lui répondre aussitôt disait « Quand je pense que l'on essaye de souder les pays d'Europe et que dans certains de ces pays, on veut des régions autonomes, voire indépendantes, comme la Catalogne. » Et j'en profite également, puisque nous avons des commentaires en direct, Daniel qui nous dit « L'Europe a renforcé le besoin de se retrouver entre soi et de montrer sa personnalité propre. On choisit donc sa région plutôt que d'être européen, c'est logique. » Selon elle, un mot, Jean-Jacques, pour répondre à ces différentes opinions à travers les commentaires de nos internautes. Tout dépend de ce qu'on appelle l'Europe. Je veux dire, si bon, d'abord, il y a une distinction, enfin, pas faire une discussion philosophique, mais il y a quand même une distinction entre la revendication identitaire, qui est sûrement très légitime, et le rejet de l'autre, du différent, du voisin, parce qu'on sort d'une période de crise, parce qu'on est bombardé d'informations sur des migrations incontrôlées, etc., etc. Donc ça, c'est une dimension qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Pour ce qui est de l'Europe, là, on a un internaute, Jean-Jacques, qui nous dit « L'UE a-t-elle une responsabilité directe ou indirecte dans cette tendance à la fracturation des nations ?» Ça, c'est intéressant. On s'en inquiète à Bruxelles de cette fracturation.
Oui, ben c'était un peu la question précédente. Elle offre un certain confort à des menées indépendantistes, autonomistes, qui ne trouvent pas à se réaliser dans le cadre de l'État-nation traditionnel, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elle en est la cause? Non, c'est peut-être un facteur qui favorise le développement de la diversité, comme on dit en novlangue. Très bien. Paolo Levi, en Italie du Nord, la revendication, elle était avant tout, en tout cas, énoncée comme telle, fiscale. Mais est-ce qu'il y a des considérations identitaires qui sont également sous-jacentes? Je vous pose aussi la question parce que les deux présidents de région, Lombardie et Vénétie, sont issus de la Ligue du Nord, qui est très à droite de l'échiquier politique quand même. Oui, non, toute cette dimension, en quelque sorte, identitaire, pour nous, c'est un peu un déjà-vu, c'est devenu un peu ringard. Ils ont déjà joué cette carte-là à la fin des années 80 et pendant les années 90. On a assisté à des scènes hilarantes avec ce monsieur qui était Umberto Bossi, le patron de la Ligue du Nord, quand la Ligue du Nord était encore sécessionniste, qui allait une fois par an se baigner dans les eaux du Pô, qui est ce fleuve qui coupe symboliquement le Nord et le reste de l'Italie. Et alors, il avait une grosse veste verte avec des chants autonomes ou prétendus tels. Écoutez, c'était tellement ridicule que ça a été tourné vite en dérision et aujourd'hui, la preuve, la Ligue du Nord, ne recourt plus à ce genre d'imaginaire. Mais certains disent quand même que la Ligue du Nord, il y a encore quelques années, voulait peut-être un peu plus d'indépendance, encore plus, et qu'au vu de ce qui se passe en Europe, par exemple la Catalogne ou par exemple le Brexit, commence à se dire on va peut-être juste rester sur des revendications fiscales maintenant. Non, oui, aussi parce qu'il y a aussi une question d'opportunité, d'opportunisme, je dirais même politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue du Nord est devenue un parti national qui a copié-collé pratiquement à la virgule près le programme de Marine Le Pen. Et le leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, sa seule ambition aujourd'hui, c'est celle de gagner les élections qui auront lieu en 5 mois. Et pour gagner ces élections, il a absolument besoin aussi des votes des Siciliens, des Napolitains, des Toscans, parce qu'il ne peut pas gagner une élection nationale seulement en faisant un discours indépendantiste concentré sur le nord de l'Italie. Donc aujourd'hui, la Ligue du Nord, elle a beaucoup évolué par rapport aux années 90, où effectivement on avait des discours un peu à la catalane, avec un roman national, avec... ou prétendu tel, avec cette région complètement imaginaire qui avait été inventée par Umberto Bossi, qui était la Padania, la Padanie. La Padanie, oui. Et ceci dit, il y a une sorte ça c'est pour la petite histoire, mais c'est amusant de voir que ces jours même, il y a une expo sur les Lombards, donc c'était les barbares en quelque sorte, les gens qui ont fondé la Mediolanum, la Lombardie, qu'il y a une expo qui remet en valeur en quelque sorte tout cet héritage-là à Pavie, qui était la capitale à côté de Milan des Lombards, et ça cartonne, il y a des queues que même pas au musée du Louvre. Donc, quelque part, il y a quand même une curiosité, en tout cas, et une certaine nostalgie pour ce passé mythique, à leur avis, des Lombards. Florentin, on est dans cette thématique d'identité, voilà, et comment dire, ça amène aussi à la question de la gestion de la politique migratoire et de la maîtrise des frontières, puisque c'est un argument qu'on a encore beaucoup entendu pendant la campagne du Brexit. Boris Johnson et les autres le disaient. Voilà, on joue sur la peur de perdre sa culture propre, on va dire. Le Royaume-Uni paye aujourd'hui les frais de sa politique d'immigration depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand la Pologne et d'autres États est-européens ont rejoint l'Union européenne, le Royaume-Uni a laissé ses frontières complètement ouvertes, pensant que ça n'aurait que peu d'impact. Et quasiment 1 million de Polonais sont venus s'installer dans le pays depuis 10 ans. Et ça a focalisé le rejet d'une vague migratoire européenne, soi-disant, en tout cas présentée comme telle, mais qui est réelle,
lors de la campagne du référendum. Donc aujourd'hui, les Britanniques veulent reprendre le contrôle de leurs frontières. C'était un des grands thèmes avec celui de l'argent et de la souveraineté en sortant de l'Europe. Toute la question est quelle politique d'immigration ils vont mettre en place ensuite, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que s'ils ferment leurs frontières, ils n'auront plus grand monde pour travailler dans les supermarchés, pour récolter, ramasser les légumes et les fruits, et pour travailler dans les usines de conditionnement de ces fruits et légumes. Merci Florentin. Allez, on passe maintenant à la troisième et dernière partie. Voilà, on a considéré que pour beaucoup de ces régions, il y avait aussi un sentiment de manque de considération, d'humiliation même parfois, allons jusque-là, ressenti par certaines communautés. Adrien, vous les avez rencontrés, ces centaines de Catalans, pendant vos 2 semaines de reportage. Et quel ressentiment même ils ont envers les Castillans ? Le fondement du mouvement indépendantiste catalan repose là-dessus. Encore une fois, on l'a dit, l'économie, les questions y compris les questions d'autonomie, sont finalement secondaires. Le vrai fond du problème, c'est qu'il y a une histoire catalane qui est une histoire victimaire dans laquelle la Catalogne a été, ses aspirations à devenir un État-nation comme d'autres États européens au cours de la fin du Moyen-Âge et au cours de la Renaissance, ont été brisés par Madrid. Et donc il y a une série de dates, alors on n'a peut-être pas entendu parler de ces gens-là, par exemple il y a des héros mythiques de la Catalogne comme Guifré le Velu, qui était un des premiers comtes de Barcelone et qui a été un des fondateurs de la Catalogne, qui lui a donné son drapeau. Il y a cette date terrible, la date aussi quelque chose qui est extrêmement révélateur. La fête nationale catalane tombe le jour de la défaite historique des Catalans, le 11 septembre 1714, quand les Bourbons reprennent Barcelone après un siège très dur et mettent fin à l'autonomie catalane, à la généralité catalane et aux cours catalanes qui existaient. Et donc, ils en ont fait leur date, leur fête nationale, c'est le jour où leur indépendance a été écrasée. Donc, je veux dire, sans faire de la psychologie un peu rapide, c'est vraiment quand même très, très paradoxal. Il y a un sentiment victimaire. Alors, bien sûr, la tragédie de la guerre d'Espagne, puisqu'on se souvient que Barcelone, quand la République espagnole perd du terrain face aux troupes franquistes, Barcelone devient la dernière capitale de la République espagnole. C'est la dernière grande ville républicaine à tomber, au début 1939. Et la répression franquiste qui s'abat sur toute l'Espagne, s'abat aussi de façon particulièrement brutale sur la Catalogne. L'usage du catalan est interdit, les éditions catalanes. Donc ça vient encore rajouter de l'eau au moulin de cette espèce d'énorme construction victimaire où la Catalogne aura été sans cesse brimée, écrasée par une sorte d'Espagne dominée par la Castille arrogante. Donc on remonte avec des images terribles de l'Inquisition, du garrot, de la guerre civile. Et aujourd'hui encore, du coup, les Castillans ont cette arrogance, enfin, résumé, on va dire, pour les Catalans, et en tout cas, les Catalans le ressentent comme tel. Ils le ressentent comme tel, et donc il y a et on entend ça régulièrement en Catalogne, y compris chez des Catalans qui ne sont pas forcément pour l'indépendance. Ils disent dès que Mariano Rajoy ou que le roi d'Espagne parle, il y a 100 personnes qui rejoignent le camp indépendantiste. Il y a une sorte les Catalans éprouvent une sorte de souffrance et de rejet absolu dès qu'ils entendent les Castillans leur montrer le doigt en disant non, vous ne pouvez pas être indépendant, c'est illégal, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, il y a toujours ce sentiment qui est très très puissant. Alors, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il ne l'est pas? Peu importe, puisqu'il existe. Jean-Jacques, vous êtes à Bruxelles, notre correspondant pour l'Europe, mais aussi à Bruxelles, qui est au milieu de la Flandre et de la Wallonie, on va dire, enfin en Flandre bien entendu. On va voir sur la carte d'ailleurs que la Flandre est bien plus riche que la Wallonie. Vous pouvez voir que 57% de la population, mais 57% du PIB total de la Belgique, puisqu'on peut voir que la Belgique capitale est en fait une région, donc la Wallonie est clairement plus pauvre que son voisin flamand. Il y a également un sentiment ressenti par les Flamands, un complexe d'infériorité, disons, de supériorité, pardon, pour les Flamands. Oui, enfin, supériorité, je n'irai pas jusque-là. Il y a une certaine fierté nationale dans le sens où c'est une région qui, jusqu'à ces dernières années, a économiquement bien mieux réussi que la Wallonie francophone. Ceci dit, la Belgique, c'est un cas un petit peu particulier. C'est une création qui a à peine un siècle et demi. On parle de deux populations qui ne partagent pas, qui n'ont pas de langue commune. Et les politiques régionalistes qui ont été menées tant en Flandre qu'en Wallonie ont creusé ce fossé-là.
mais de façon assez intéressante après avoir approché ce qu'on appellerait aujourd'hui le modèle catalan. Les Flamands, peut-être parce qu'ils sont vraiment au cœur de l'Europe, les nationalistes flamands, peut-être parce qu'ils sont au cœur de l'Europe, se sont rendus que les risques étaient vraiment trop forts. Et d'une façon assez intéressante, les anciens séparatistes, le parti NVA, est aujourd'hui associé au pouvoir fédéral, avec une démarche qui n'est certainement pas celle que les Catalans ont aujourd'hui à l'esprit, c'est de réformer le fédéralisme belge dans un sens allant vers leurs intérêts, mais en étant aussi au cœur du pouvoir. On a encore des internautes qui nous posent des questions. Linda, qui serait d'accord avec beaucoup d'entre vous ici à cette table, c'est moins le rejet de l'UE que le fait que des régions n'ont pas une reconnaissance identitaire et culturelle de plus en plus ressentie. Donc voilà, ça rejoint le fait que l'argument identitaire prévaut en tout cas sur l'argument économique. Florentin, au Royaume-Uni, les Écossais, effectivement, ont-ils également une rancœur contre l'Angleterre? On voit sur un article du Figaro qui parlait cette année d'un éventuel référendum, un énième référendum encore sur l'indépendance de l'Écosse, un internaute qui nous disait ce serait un moyen d'enlever le pied anglais qu'ils ont sur la figure depuis 1707. Que répond à cet internaute, Florentin? Bah, tout à fait. C'est un énième référendum, ce serait qu'un deuxième, mais pour l'instant, il n'est plus tellement à l'ordre du jour parce que les nationalistes ont enregistré un recul lors des dernières élections législatives. Donc, ils ont mis un petit peu en sourdine cette revendication d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Je dirais que cette question de l'antagonisme avec l'Angleterre, elle vient un petit peu au second plan par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur la Catalogne, par exemple, par rapport à Madrid. Elle existe. Les Écossais rappellent que si les Anglais ont mené des guerres avec à peu près la quasi-totalité des États européens, les seules guerres que les Écossais, eux, ont eues dans leur histoire, c'est avec l'Angleterre. Donc, il y a une véritable opposition et elle se décline à beaucoup de niveaux, y compris dans beaucoup de symboles culturels. Et il y a beaucoup aussi de ressentiment à l'égard de l'Angleterre, mais ce ressentiment passe au second plan par rapport aux intérêts économiques partagés et fait que, il y a 3 ans, il y a eu 55% d'Écossais pour juger qu'il valait mieux rester ensemble que de prendre leur indépendance comme ça leur était proposé. On a pu voir à la fois dans la campagne du Brexit, à la fois dans celle de la Catalogne ces dernières semaines, des familles se briser, Adrien, vous en parliez encore il y a quelques minutes. Les fractures vont probablement être durables, mais quels sont les outils, on va dire, que les États centraux peuvent utiliser pour apporter plus d'autonomie ou d'indépendance à ces régions, mais en gardant une unité nationale? Le problème, c'est à qui ça s'adresse. Parce que, par exemple, la Catalogne bénéficie déjà d'une très très large autonomie. La Catalogne a sa propre force de police, les Mossos d'Esquadra. La Catalogne maîtrise, le total maîtrise de son système éducatif. L'enseignement est en catalan, en langue catalane. L'espagnol, le castillan est enseigné comme une langue étrangère. À part la monnaie, un drapeau et une armée, ils ont quasiment tous les attributs d'un État souverain. Donc, faire encore C'est pas dans des petites mesures qu'on va leur apporter quelque chose de durable. Faire encore des concessions aux indépendantistes purs et durs n'apportera jamais rien, puisque ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance, par définition. En revanche, il est évident qu'il y a un certain nombre de mesures de décentralisation, des mesures actuellement des mesures fiscales, des mesures d'autonomie culturelle qui peuvent être faites et qui, au moins, d'abord enlèveraient une partie des arguments aux indépendantistes purs et durs et satisferaient leurs sympathisants qui ne vont pas jusqu'au bout, du moins qui ne sont pas prêts à franchir le pas, et qui pourraient considérer qu'après tout, effectivement, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'il y a des arguments pour ça. Donc oui, il existe un certain nombre de mesures qui peuvent être faites. En revanche, considérer que les concessions aux indépendantistes purs et durs parviendront à les faire renoncer à leur projet... Parce que pas grand-chose n'effacera ces siècles de rancœur accumulés. Surtout parce qu'un indépendantiste, par définition, elle veut l'indépendance. Donc oui. Tout ce que vous pouvez lui donner ne le satisfera jamais, puisque ce qu'il veut, c'est la totalité. Ça sera le mot de la fin. Vous avez pu voir ces dernières secondes les images en direct de Catalogne où Puigdemont va parler dans quelques instants. Ce seront des déclarations que l'on commentera sur le Figaro.fr bien entendu et ce soir à partir de 17h dans Point de Vue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.